présentation brève, un peu pratique, concernant l'évaluation, l'exploration de l'endomètre, l'exploration également des ovaires lorsqu'on stimule. Et l'intitulé de ma présentation va être l'exploration échographique de l'endomètre et le monitorage échographique de la stimulation ovarienne en 2D et en 3D. Chaque fois qu'on enseigne l'échographie et bien sûr l'avancée des nouvelles machines, les techniques, les logiciels, on passe à l'échographie gynécologique et les gens passent directement à la voie vaginale. Et je pense que c'est une erreur. Il faut toujours commencer par une échographie pelvienne. Ça permet de faire relâcher la patiente et parfois l'examen échographique endovaginal est un peu stressant. C'est une étape importante pour la patiente. Elle se met à l'aise et sur le plan pratique, ça vous permet bien sûr de voir, donc on reprend la vidéo, voilà, de voir l'utérus, il est antéfléchi, rétroversé, ça aide également, et de rechercher parfois des anomalies qui n'ont pas été retrouvées. Ensuite, il y a la voie vaginale, comment explorer l'endomètre sur le plan d'échographie endovaginale. L'ensemble des sociétés savantes vont vous dire qu'il faut faire dans les recommandations deux coupes, la coupe sagittale bien sûr ici, et voilà, donc ça apparaît le pointeur est là, voilà, la coupe sagittale et bien sûr la coupe transversale. Lorsqu'on passe à l'examen échographique donc par voie endovaginale, il faut d'abord, donc ça c'est, j'ai pris cette vidéo, c'est une patiente qui est en simulation, elle est à S9 de simulation. Avant de commencer quoi que ce soit, surtout si on ne connaît pas la patiente, il faut faire des balayages, voir au niveau du cul-de-sac, voir au niveau des ovaires, est-ce qu'il y a donc des choses qu'on ne connaît pas, un endométrium, un kyste, un nodule par exemple au niveau du cul-de-sac de Douglas. Et ensuite, il faut commencer, pardon, je reviens, voilà. On commence un balayage qui va de droite à gauche en essayant de voir l'ensemble de la structure utérine, mais également l'ensemble de l'endomètre. Et cette voie vaginale, quand vous le constatez, elle vous donne une précision, une netteté d'image et une qualité d'image qui est nettement plus importante. Lorsqu'on a cette fameuse coupe sagittale obtenue par voie endovaginale, il est intéressant d'avoir une hiérarchie d'analyse de cet endomètre. Qu'est-ce qu'on va voir au niveau de l'endomètre? Il nous est demandé de mesurer l'épaisseur. Et là, c'est aucune discussion, la mesure de l'épaisseur de l'endomètre se fait sur une coupe sagittale. Ensuite, il nous est demandé d'apprécier l'échogénicité, donc l'échomédian. L'échomédian, c'est donc cette ligne blanche, donc échogène, qu'on doit suivre lorsqu'on est en train de balayer l'utérus de gauche à droite. Cette ligne doit être régulière, bien échogène et ne doit jamais être interrompue. Elle peut être interrompue par la présence d'une synéchie ou d'une structure d'addition qui peut être un polype ou un fibrome. Ensuite, il nous est donc demandé de voir donc cet échomédian, l'échogénicité. Et là, c'est un élément très important parce qu'on va voir dans les slides qui suivent, l'échogénicité de ces deux feuillets est très importante pour voir cet endomètre, il est à quel stade, il est de quel grade, et les gens qui sont présents ici, qui travaillent qui sont des FIVistes ou qui font de la simulation, savent très bien l'intérêt d'analyser cet aspect
d'écogénicité qui va passer de l'aspect un peu anécogène jusqu'à prendre de la couleur blanc-gris un peu clair, ensuite blanc pendant la phase lutéale. Ensuite, chose très importante à examiner donc sur cette coupe, c'est cette zone de jonction là entre l'endomètre et le myomètre. Ça a un intérêt extrêmement important lorsqu'on est en train de faire de l'échographie pour rechercher une anomalie de cette zone qui existe particulièrement lorsqu'on a un terrain d'adénomyose ou lorsqu'on est dans l'oncologie, donc une tumeur qui peut envahir. Mais on va voir que, est-ce qu'en 2022, on peut seulement se limiter à cette coupe par voie vaginale et une étude seulement 2D? La réponse, vous allez la voir tout à l'heure. Après cette zone de jonction, donc on passe à le fait comment, et c'est très basique, je sais que c'est très basique, mais c'est très important, c'est le secret de la réussite de nos simulations, parce que parfois on simule une patiente, on fait rapidement la mesure de l'endomètre, et parfois l'utérus n'est pas toujours bien médian, irréglé, mais il est en lévorotation, en dextrorotation, il est antéfléchi, rétroversé, etc. Et l'intérêt, c'est de bien mesurer cet endomètre. On sait que l'épaisseur de l'endomètre est un critère dans la décision de déclenchement, par exemple. Comment on fait cette mesure? C'est sur une coupe sagittale médiane stricte. Et là, il faut toujours éviter d'avoir ces images en timbre postal qui sont un peu en haut de l'écran. Il faut centrer le corps de l'utérus au niveau de votre écran, zoomer au niveau de l'endomètre et ensuite commencer à placer vos calipeurs. Et là, les calipeurs, ça va de la jonction, la zone de jonction à l'autre zone de jonction est toujours perpendiculaire à cet échomédian. Et il faut mesurer la zone de l'endomètre là où c'est plus épais. Et figurez-vous, ce n'est pas au niveau du fond utérin où on a l'épaisseur de l'endomètre qui est la plus épaisse. L'endomètre, bien sûr, en fonction du cycle menstruel, passe par plusieurs étapes. Regardez ici, pendant les menstruations, il est quasi virtuel, il n'existe pas. On retrouve donc de l'hématométrie, parfois des caillots. Et lorsqu'on retrouve de l'hématométrie ou des caillots et une petite épaisseur de l'endomètre, faites attention, ne pas prendre l'hématométrie ou le caillot dans la mesure. Il faut prendre, comme c'est mentionné ici, de part et d'autre. Ensuite, sous l'effet des oestrogènes, ça évolue et on a pendant la phase proliférative, donc qui est la phase folliculaire, on a un développement, un endomètre qui apparaît, donc les deux feuillets qui apparaissent ici, ces deux feuillets, et regardez l'échogénicité des deux feuillets. Ils sont très peu échogènes, donc c'est du gris foncé, et au fur et à mesure donc, que la sécrétion d'œstrogène augmente, donc il gagne en épaisseur, mais on va voir, regardez ici, sur cette image en bas, ça correspond à un endomètre d'une patiente qui est au 14e jour du cycle, un cycle de 28 jours, et elle a fait un test urinaire d'ovulation, et le matin, il est positif. Si on la compare par rapport à l'image d'en haut, on voit que ça a gagné de l'épaisseur, et surtout, l'échogénicité est différente, il est gris, plus clair, et c'est très important pour chaque fois qu'on fait du monitorage, comparer votre follicule et votre endomètre. Et là, pour cette image qui est en bas et à droite, là c'est au 16e jour, et vous voyez ici l'épaisseur de l'endomètre a un peu gagné, donc quelques millimètres, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est cet aspect ici, échogène, blanc de la base, qui témoigne de l'imprégnation en progestérone, parce que la progestérone va stimuler le stockage du glycogène au niveau des glandes, et c'est ce stockage qui va donner cet aspect caractéristique en cible. Et une fois l'ovulation donc survient, l'endomètre continue sa transformation
et là, il est complètement échogène. Et sur l'image d'en bas, c'est en prémenstruel, on peut avoir quelques pseudo-sacs ou même une hématométrie. Et là, cette classification, qui remonte un peu à 1984, c'est celle de Bill Smith, et qui a classé les endomètres en grades, et ces grades évoluent bien sûr avec le cycle menstruel. Là, en haut et à gauche, vous avez le grade D, c'est juste après les menstruations, on est à peu près à J10 ici. Vous voyez que l'endomètre est constitué de 2 feuillets, et regardez l'échogénicité, c'est un peu du gris foncé, et l'échomédion est là. Ensuite, nous avons le grade C, c'est là, juste avant l'ovulation. On voit que la zone de jonction est plus échogène, et là, c'est cet endomètre qu'on doit obtenir avant de faire le déclenchement. Regardez le grade B, là, c'est une fois que l'ovulation a eu lieu, et l'épaisseur de l'endomètre est pratiquement divisée en 2 le feuillet, et donc le stockage de glycogène est témoin, donc on peut le voir ici sur le plan échographique par cet aspect échogène. Une fois qu'on est en pleine phase lutéale et l'imprégnation en progestérone est importante, on voit ici l'endomètre qui est échogène blanc et qui est caractéristique de la phase lutéale. Et là, à chaque fois que vous faites une échographie, vous devez mentionner endomètre, bien sûr, zone, elle est intacte, l'échomédion est suivi sur la totalité de la surface, vous mesurez l'épaisseur et vous allez dire endomètre grade D, C, B ou A. C'est élémentaire et c'est très important. Donc, j'ai aimé mettre cette slide concernant l'IETA, qui est un groupe d'experts qui se sont réunis aux États-Unis en 2006 et qui ont créé cette base de données qui s'appelle International Endometrial Tumor Analysis. Ils ont pris l'ensemble des images normales et pathologiques qu'on peut voir sur un endomètre. Et comme vous voyez ici sur chaque image, vous allez avoir le schéma et ce qui correspond en image échographique. Et il y a également le grading en Doppler, lorsqu'on utilise le Doppler, et on doit grader, est-ce que c'est un grade A, B, C ou D, selon l'image et bien sûr selon les réglages. C'est un article qui est en libre téléchargement sur Internet, vous pouvez l'avoir, et c'est très bénéfique d'avoir ces images sur soi au cabinet, et parce qu'on ne peut pas tout retenir malgré nos expertises. On est en 2021, et est-ce qu'on doit poser la question, en 2021, une échographie gynécologique peut s'en passer de la portion 3D? La réponse est clairement non. Un compte-rendu d'échographie gynécologique doit toujours contenir un volet 3D, et le volet 3D s'intéresse essentiellement au fait d'obtenir cette fameuse coupe coronale ou coupe frontale, donc que certains personnes experts ont mystifié, mais en réalité, la courbe d'apprentissage pour obtenir cette coupe est très facile. Les machines sont de plus en plus performantes et qu'il suffit juste d'apprendre les gestes à faire et certains réglages. En matière de 3D, pour moi, c'est de loin la coupe la plus facile à obtenir par rapport aux coupes qu'on doit obtenir sur un fœtus, par exemple, pour avoir la face, pour avoir, par exemple, les os, pour avoir le rachis, etc. Comment s'obtient cette coupe? Donc, on revient sur notre patiente. Donc, c'est la même vidéo. On passe sur cette coupe strictement sagittale, et là, j'aimerais bien donc arrêter la vidéo. Regardez comment est l'utérus sur l'écran. Ce n'est pas un timbre postal qui est au fond. Donc, l'utérus doit prendre la moitié de l'écran. Ensuite, on va appuyer sur le bouton 3D, apparaît
le box. On doit élargir le box de sorte à obtenir l'utérus dans la ROI. La ROI, c'est quoi? ROI, c'est Region of Interest, donc la zone d'intérêt. Qu'est-ce qu'on va prendre? Et ensuite, on va faire quelques réglages. C'est quoi les réglages? Régler un peu, d'abord, la qualité d'acquisition, parce que la qualité de la 3D dépend de la qualité 2D. La qualité qu'on doit, on peut régler médian ou haute qualité, et là, plus on augmente en qualité, plus ça prend un peu de temps, et plus l'appareil doit être un peu performant. Ensuite, on doit calculer ou régler un deuxième paramètre qui est l'angle. C'est quoi l'angle? Lorsque vous faites cette coupe, imaginez ça, c'est l'utérus. Lorsque vous mettiez votre centre ici, on est là. L'angle de balayage, si on choisit, en général, c'est entre 90 à 120 degrés. Donc, ça va prendre 60 degrés à droite et 60 degrés à gauche à partir de cette coupe d'acquisition. Et ensuite, une fois qu'on a ces réglages, on appuie sur le bouton et l'acquisition commence. Une fois que l'acquisition commence, vous gardez l'œil sur votre écran pour être sûr que la machine a pris l'ensemble de l'utérus. Et là, vous le voyez défiler et apparaît quelques secondes après, voilà, et je fais arrêter la vidéo, c'est 3 images. C'est la triplan. C'est quoi triplan? C'est très simple. En A, ici, là, il y a le plan A, le plan B et le plan C. En plan A, vous avez le plan à partir duquel vous avez fait l'acquisition. En bas, tout dépend des réglages, on peut avoir en face le A ou le C, vous allez avoir la coupe transversale. Et en bas, vous allez avoir cette coupe coronale que la machine a créée elle-même. Qu'est-ce qu'on fait? Très simplement, on sélectionne le plan A et on verticalise. Donc on passe, comme notre ami Jean-Marc Levaillant dit, on passe du mode brochette au mode Québec et on verticalise l'utérus. Lorsqu'on verticalise l'utérus, vous voyez que donc la coupe coronale commence à apparaître. Et qu'est-ce qu'on fait comme réglage? Il y a un point ici qui apparaît au centre, c'est le point de croisement des 3 plans orthogonaux qui sont le A, le B et le C. Le A, il est comme ça, le B, il est comme ça, et le C, il est sagittal. On va essayer de mettre ce point magique au centre, au niveau de chaque plan, et on parfait les réglages jusqu'à obtenir cette fameuse, et on peut prendre juste les plans A et les plans B, et se balader à l'intérieur de l'utérus. Et c'est un outil magique et simple qui permet d'explorer la cavité utérine comme si on était à l'intérieur. Maintenant, ça, c'est la coupe coronale. Mais la vraie coupe coronale, c'est celle qu'on obtient en utilisant, comme dans les appareils de GE, le OmniView, le FreeView, ces autres fournisseurs. On obtient la même acquisition volumique. On sélectionne OmniView ou FreeView, tout dépend des machines, et apparaît cette ligne, curviligne qu'on va faire passer à l'intérieur de l'écomédian. On ne va que suivre l'écomédian. Et regardez, donc sur l'autre moitié de l'écran apparaît la coupe sagittale, la coupe coronale, la vraie coupe coronale. Pourquoi la vraie, on dit la vraie? Parce que c'est elle qui permet de montrer également une coupe coronale à l'intérieur du col utérin. Et une fois que l'image est obtenue, on peut parfaire les réglages en jouant avec les boutons X, Y et Z. Pourtant, cette coupe coronale doit être réalisée pendant la phase folliculoire. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment où l'endomètre est étoffé et l'image est plus facile à obtenir, et la qualité d'image est importante, à éviter de la faire pendant la phase folliculaire, où l'épaisseur de l'endomètre est fine. Ensuite, on va voir comment on va faire ce monitorage échographique
d'une stimulation ovarienne. C'est la même patiente qui a une bonne réserve ovarienne, qui a S9 de stimulation en cycle de FIV. Et donc, on commence, même si on connaît la patiente, il est impératif de faire les balayages, de voir les deux ovaires, de voir l'utérus. Est-ce qu'on est passé à côté d'un fibrome, d'un kyste, d'un nodule endométriosique au niveau du Douglas, et surtout, on va voir, avant le monitorage, il faut préciser s'il y a donc des difficultés techniques, si on est en cycle de FIV, pour prévoir le FIViste qui va faire la ponction. Ensuite, donc bien sûr, on commence par évaluer donc l'endomètre, et parfois, pas comme dans ce cas où l'utérus est vraiment médian et n'a pas beaucoup de dextrorotation, d'évorotation, parfois les gens font cette erreur de faire cette mesure sur une coupe transversale, mais l'intérêt de cet exposé est de vous dire qu'il vaut mieux faire une acquisition, faire tout en acquisition 3D, prendre le bloc et faire une mesure qui va être plus précise. Donc on ouvre le box, on appuie, l'acquisition, et la même chose, on attend que la machine fait l'acquisition, on s'assure qu'elle a pris l'ensemble de l'utérus, on attend l'apparition des trois plans, donc le plan triplan, c'est la même chose, on verticalise, donc ensuite on règle, voilà, on met les images au milieu, on va parfaire les réglages, et tac, on va prendre que le plan par exemple A et le plan B. Et on va se balader à l'intérieur du plan B par juste un bouton pour voir s'il y a, regardez, interruption de l'échomédion, s'il y a une interruption, s'il y a une anomalie. Et ensuite, on a un œil sur l'épaisseur et on mesure, on sélectionne l'image qui va nous donner la meilleure ou l'épaisseur la plus importante. C'est à ce niveau qu'on va mesurer. Ici, c'est 6,2. Il ne faut pas hésiter à prendre une autre mesure et faire les moyennes ou prendre l'épaisseur la plus importante. Et là, déjà, il faut savoir que cette acquisition se fait en 2 secondes et c'est rapide. Vous avez le volume et vous pouvez vous balader à l'intérieur comme vous voulez. Ensuite, là, c'est la première étape du monitorage, c'est l'évaluation de l'endomètre. Là, on peut dire que c'est un endomètre. Quel grade? Grade C, normalement. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a gradé notre endomètre, on l'a mesuré, on va passer à la mesure des follicules. Cette mesure se faisait autrefois, il se fait toujours et se fera souvent sous 2D, mais il y a un apport de la 3D qui permet et une précision meilleure et un gain énorme en temps, en particulier lorsqu'on a des patientes en FIV qui ont 10 follicules ou 8 follicules de chaque côté. Avant de commencer quoi que ce soit en monitorage ovarien, il faut vérifier qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de varices, il n'y a pas de surprise. On allume le Doppler et là, on peut conseiller l'ami qui va faire, le confrère ou la consoeur qui va faire le PECOP, qu'il n'y a pas de problème technique. Là, on prend par exemple un des follicules et on va balayer et voir quel est le diamètre le plus grand. Et une fois qu'on retrouve le diamètre le plus grand, on va figer l'image ici, voilà, et on va prendre le diamètre le plus long de part et d'autre. Et ensuite, on va prendre, je ne sais pas si vous voyez les curseurs, et on va prendre le deuxième diamètre perpendiculaire et on fera le moyen. Donc des études ont été faites et qui ont montré qu'à partir de 13 mm, la marge d'erreur 2D est importante. Donc on peut, sur un follicule comme ça, qui est aux alentours de 16-17, on peut être à vraiment un diamètre moyen de 13-14 qu'on peut être à 18-19. Et les fivistes connaissent ça. 16, c'est pas comme 18, et 16, c'est pas comme 13. On prend des décisions là-dessus.
Là, c'est la technique 2D classique que tout le monde connaît. Et pourquoi il y a des erreurs? Parce que le follicule, il ne faut pas l'imaginer sphérique comme ça. Il est déformé, il est oblong, il est ovale. Et il faut balayer dans tous les sens et voir quelle est sa forme pour pouvoir le mesurer. Et bien sûr, si on utilise la 2D, la mesure du diamètre, des deux diamètres et prendre la moyenne. Le plus intéressant, c'est de faire ça. Pardon. Je reviens en arrière, pardon. L'intérêt de cet outil qui est la 3D, un, c'est d'être plus précis, et deux, c'est de gagner du temps. Si vous prenez par exemple donc un centre de PMA où il a 10, 12 monitorages, et les logiciels, que ce soit le Sono AVC de GE ou les autres de Samsung ou autres, vont permettre un gain de temps et en précision qui sont très importants. Et ça permet également de prendre des décisions, correctes au moment opportun. Donc, on va laisser la vidéo se défiler. Donc, malheureusement, je n'ai pas la main pour l'avancer un peu. Pardon? On fait notre acquisition. Voilà. On appuie sur la 3D. Hop, et pendant ce moment, on va garder l'œil sur l'ovaire et voir si la machine a pris l'acquisition de l'ensemble de l'ovaire. Et ensuite apparaissent les fameux triplans. Les fameux triplans, c'est donc le A, le B et le C. Donc on voit l'ovaire sur les 3 dimensions et apparaît en bas le rendu parce qu'on a sélectionné le logiciel Sono AVC. Chaque follicule prend une couleur et en fonction et un volume. Et là, il ne faut pas croire le logiciel de façon aveugle. Regardez ici, on a ici par exemple une structure qui apparaît extra-ovarienne. Le logiciel va vous permettre de supprimer des images, de fusionner deux follicules, de diminuer. Ici par exemple, voilà, on sait ici que c'est extra-ovarien. Donc on appuie, tac, c'est supprimé. Et on fait tourner les 3 images en utilisant les axes X, Y et Z, et on va parfaire les mesures. Et ici, je ne sais pas si vous avez sur le retour les chiffres ici, vous les avez sur l'écran? Les chiffres qui sont en haut et à droite ici. Là, c'est les chiffres qui donnent le volume de chaque follicule dans l'axe des X, des Y et des Z, et vous avez ici donc la moyenne du follicule. Et à la fin, on va parfaire, on va vérifier l'ensemble des follicules et on va prendre que les mesures qui sont ici, les volumes moyens. C'est-à-dire, on prend le volume de chaque follicule dans l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z, et on fait la moyenne. Et ça vous donne également le volume. Mais actuellement, on sait qu'il n'y a pas de recommandation de déclenchement à partir d'un certain volume. On sait que ces recommandations se font à partir d'un volume moyen. Une fois qu'on a terminé, c'est bon. On passe donc à l'autre ovaire. Donc, et regardez, on a la possibilité de passer d'un plan à un autre, de vérifier qu'il n'y a pas de problème, et s'il y a, on passe à l'autre ovaire, et s'il y a un point qui manque ou une surface qui n'a pas été prise en charge, on peut refaire le monitorage. On peut refaire les réglages pour fusionner 2 follicules, pour supprimer ou pour additionner. On fait la même chose pour le deuxième follicule, pour le deuxième ovaire. Et là, regardez, on doit balayer d'avant en arrière.
et on vérifie. Par exemple, ici, on a vu qu'on n'a pas pris l'ensemble de l'ovaire. On refait, on essaye d'être sur l'axe de l'ovaire, au milieu de l'ovaire, on diminue la zone d'intérêt et ensuite on appuie sur l'acquisition. En appuyant sur l'acquisition, on garde toujours l'œil sur l'ovaire pour dire qu'on a tout vu. Voilà. L'acquisition a intéressé l'ensemble, voilà, de l'ovaire. On attend que la machine calcule les 3 plans et ensuite on appuie sur le bouton sono ABC ou autre calcul automatique, tout dépend, apparaissent les follicules et ici vous voyez les mesures de les couleurs, la couleur. Par exemple ici c'est le follicule rouge, vous avez son volume en X, en Y, en Z et puis le volume moyen. Et on se balade à l'intérieur du volume pour voir si il y a des images, par exemple ici, qui sont extra-ovariennes, on les supprime par un simple clic et on vérifie l'ensemble du calcul et on le valide par la suite. Est-ce qu'on peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît? Donc, je termine dans 2 minutes. Voilà. Là, c'est l'analyse 3D en utilisant le VCA sur la coupe frontale. On choisit l'épaisseur. Et là, l'étude de Vitino, qui a été publiée déjà en 2015, a prouvé que l'épaisseur de 2 mm, c'est la meilleure épaisseur qui permet d'analyser la cavité utérine, la zone, regardez ici, la zone de jonction qui est peu écogène et la cavité qui est bien dessinée. Il y a également le TU qui est tomographic ultrasound imaging, c'est comme dans le scanner, on prend une coupe ici de l'ensemble de l'utérus et on choisit combien de coupes on doit faire et la distance entre les coupes, et là vous voyez apparaître donc les images où on se balade complètement à l'intérieur de l'utérus. L'intérêt, comme a dit notre ami professeur Chenoufi, c'est de cette coupe 3D, elle est de loin la meilleure pour faire le diagnostic des malformations utérines. On s'intéresse à la zone de jonction, à la forme de la cavité utérine et bien sûr aux mesures. Et là, vous avez l'apport 3D. On a ici, tout le monde a reconnu que c'est un utérus cloisonné. On est sûr que c'est un utérus cloisonné. Pourquoi? Parce que le fond, regardez, là c'est la patate, là c'est le fond utérin qui est régulier, les 2 ostiums, et vous avez le septum ici. Et si on utilise l'hystérosonographie, on injecte quelques cc à l'intérieur et on obtient l'acquisition volumique et on choisit le mode inverse ici. On enlève l'ensemble de l'utérus et on ne laisse que la cavité pour mieux la voir. Là, c'est le mode silhouette. Bien sûr, c'est pour la démonstration seulement pédagogique. Ça n'a pas vraiment d'intérêt dans l'utérus, mais surtout l'intérêt, le mode silhouette, c'est dans l'exploration fœtale, en particulier les organes creux, les vaisseaux, etc. Qu'est-ce que permet la 3D dans ce cas? 1, elle pose le diagnostic d'un utérus cloisonné et non pas un utérus bicorne. Et 2, elle va vous permettre de faire les mesures, donc la distance interostiale. Et ensuite, à partir de ce trait qui réunit les 2 ostiums en bas, on mesure la longueur de la cloison. Mais surtout, on peut mesurer ce qui est en orange ici, c'est le mur de sécurité. Et vous allez donner cette épaisseur à l'opérateur donc par hystéroscopie. Il va enlever, faire cette cure de cloison, guidé par votre échographie, comme si vous allez partir d'ici de Sétif à Constantine en ayant un GPS. Donc vous êtes bien guidé, il sait là où il commence, là où il doit s'arrêter. Donc ça permet d'obtenir ces 3 distances, la distance interostiale, la longueur du septum et la marge de sécurité qui doit être supérieure à 5 mm, sinon il y a risque de perforation. Donc merci pour votre attention, j'espère que j'ai respecté le timing.